Bonjour Bruno Coxet, Bonjour Jeanne. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir partager votre carrière, vos expériences sur ma chaîne YouTube. Alors on va parler de plein de choses aujourd'hui, notamment de votre superbe carrière. Moi c'est vraiment un plaisir de vous recevoir parce que je vous admire beaucoup, je trouve que vous êtes vraiment un artiste incroyable et puis tous ces instruments que vous avez amenés aujourd'hui c'est complètement impressionnant. Moi j'en ai jamais vu autant à part dans l'atelier d'un luthier. Donc j'ai plein de questions à vous poser. Donc peut-être on va commencer par le début. Alors racontez-nous un peu votre enfance et votre premier contact avec la musique. Alors mon premier contact avec la musique, ça s'est fait à la maison puisque je suis le quatrième enfant de la famille et mes frères et sœurs faisaient tous de la musique. Donc je ne me suis absolument pas posé la question du pourquoi, comment. Voilà, c'était pour moi naturel de faire de la musique. Mes parents n'étaient pas musiciens, mélomanes. Mon père aurait, je pense, adoré être musicien. Il avait un rapport très particulier avec la musique, venant d'un milieu où, a priori, il n'aurait pas dû l'avoir. Mais une attirance comme ça voilà, on ne sait pas d'où ça vient. Et il avait donc à cœur que ses enfants puissent faire de la musique, puisque lui n'avait pas pu le faire. J'ai grandi dans cette ambiance où ma sœur faisait du violon, un frère et une autre sœur qui faisaient du piano. Et donc on m'a dit, ben voilà, si tu vas faire un instrument, qu'est-ce que tu as envie de faire comme instrument? Et alors je ne supportais pas le violon, puisque ça me donnait vraiment mal au ventre. En fait, je trouvais que ça grinçait beaucoup. Enfin, c'était pour moi horrible quand ma sœur travaillait son violon. Et on m'a dit, ben, si tu veux, il y a le violoncelle qui est un autre son, beaucoup plus grave et qui ne grince pas. Et donc je me souviens, je suis allé voir par le trou de la serrure de l'école de musique de Soissons. Mes parents habitaient à Soissons en ce moment-là, c'est là où je suis né. Et donc j'ai aperçu un cours de violoncelle avec un instrument qui m'a semblé évidemment impressionnant, parce que j'avais 5-6 ans à ce moment-là. Et donc je suis rentré et j'ai dit, je veux faire du violoncelle. Voilà, donc ça. L'histoire a commencé comme ça. Et en fait, j'ai réellement commencé le violoncelle à 7 ans quand mes parents se sont installés à Tours. Ce qui a été une grande chance pour moi parce que Tours, c'était. Aujourd'hui, c'est un centre pour la musique ancienne important. Il s'y passe beaucoup de choses. Mais à l'époque, en fait, déjà, en 1970, il y avait déjà un conservatoire qui était assez important, comme pour une ville de province. Et puis, une faculté de musicologie est déjà très importante avec un centre de la Renaissance qui était dirigé par Jean-Pierre Ouvrard. Ma chance, je dirais que ça a été de rencontrer mon premier professeur de violoncelle, Didier Aubert, donc, que j'ai eu de 7 ans jusqu'à 17 ans. Et c'est lui qui m'a vraiment qui m'a appris à jouer du violoncelle. Et au-delà de m'apprendre à jouer du violoncelle, m'a ouvert plein de choses voilà, qui me suivent encore aujourd'hui et qui ont fait que je suis allé vers des répertoires anciens et toute cette histoire avec à la fois ces instruments et cette musique dite baroque. Ma chance, c'était qu'à Tours, il y avait une association des Amis de la musique de chambre qui avait été créée par mon professeur, les AMC. Il avait créé cette association en donnant l'intégrale des sonates de Beethoven avec sa femme, Nicole Casalet. Et après, avec cette association, ils ont invité plein de gens fantastiques. Et la chance, c'était que Michel Bernstein, le premier producteur de Jordi Savall, et qui a créé le label Astray, donc les premiers disques de Jordi Savall, faisait partie de cette association. Et c'était aussi, Michel Bernstein avait aussi le premier dépôt en France pour Bärenreiter. Et donc mon premier livre des suites de Bach était l'un des premiers cahiers Bärenreiter qui a existé. Et je ne réalisais pas cette chance. Évidemment, j'ai une première suite de Bach, je devais avoir 9 ans quand j'ai commencé à jouer à la couronne de la première suite. Grâce à Michel Bernstein, on a pu entendre à Vannes Jordi Savall, ses premiers concerts avec Smith et Koopman. Qu'ils étaient jeunes, tous les trois. On peut retrouver des vidéos de cette époque, en tout cas des photos, et vraiment c'est vrai, on est dans un autre monde. Je me souviens des concerts avec le Quatuor Weg, qui était produit aussi par Michel Bernstein pour le label Astray. Je me souviens des concerts de Gustave Leonhardt, je me souviens de concerts avec Paul Odette. Voilà, et tout ça, ça se passait à Tours. Voilà. Donc moi, je ne réalisais pas la chance que j'avais. Les points d'intérêt de Didier Aubert, mon premier professeur, c'était cet attachement à la musique de chambre et surtout pas de se laisser impressionner par le nombre, le bruit.
enfin, les décibels d'un orchestre symphonique, etc. Et il me disait toujours non, la vraie musique des grands compositeurs, c'est pas la musique d'orchestre, c'est la musique de chambre. Et donc, c'est vrai que j'ai été élevé dans c'est pas une mouvance, mais dans cet état d'esprit, avec beaucoup de chemins de traverse. Mon professeur de violoncelle était un très bon violoncelliste, il avait gagné un prix à Munich, je crois, quand il était jeune. Et puis, s'était remis complètement en question, avait retravaillé complètement sa technique, il était fasciné par la technique Vercher de David Oistrakh. Donc, il disait que voilà, pour lui, l'école russe de violon, c'était ça, le modèle pour l'archer. Donc toute sa technique de violoncelle était basée sur cet amour de cette technique russe de violon, je précise, pas du tout de violoncelle. Il détestait Rostropovitch, il détestait tous les sons écrasés, voilà, donc complètement à contre-courant de ce qui était demandé à l'époque. Donc en travaillant avec lui, j'étais de toute façon déjà incompatible avec le milieu classique et de violoncellistique de l'époque. Et en fait, voilà, mes études de violoncelle, une fois que je vais être parti de Tours, ça va plutôt mal se passer, je dois quand même le dire, dans le sens que je me suis heurté quand même pendant quelques années à des gens qui ne comprenaient pas ma façon de jouer et qui ne comprenaient pas pourquoi je ne voulais pas rentrer dans le moule qui était vraiment existant à l'époque. Et surtout, il ne fallait surtout pas parler de musique ancienne. On ne pouvait pas parler de musique ancienne, c'était impossible. On était vraiment complètement des parias si on parlait de musique ancienne. Il y avait un refus de remettre en cause un certain nombre de choses de la part de la plus grande majorité des enseignants de l'époque. Donc là, on est dans les années 70 encore. Alors non, là, c'est une dizaine d'années après. D'accord. C'est quand j'ai quitté Tours, à 17 ans, je suis rentré au CNSM de Lyon. Et puis c'était un peu compliqué à Lyon à ce moment-là. Il y avait eu des mouvements de professeurs, un professeur nommé qui démissionne. Après, la chance de rencontrer Alain Meunier, qui était là, qui donnait des cours de musique de chambre et qui a fait l'intérim de la classe de violoncelle et qui avait beaucoup d'estime et de respect pour Didier Aubert, qu'il connaissait. Donc du coup, j'avais un petit traitement à part, ce qui n'était pas désagréable. J'avais besoin de cette période de transition, je veux dire. Et donc Alain Meunier, avec beaucoup de finesse et d'intelligence, a fait que les quelques mois de cours de violoncelle que j'ai fait avec lui ont été très, très positifs. Et en tout cas, moi, c'était bien. Et après j'ai été plus malheureux, je peux dire. Et donc j'ai démissionné du CNSM de Lyon. J'ai été élève de Jean de Place, puis en fait voilà, j'ai beaucoup de respect et maintenant d'empathie pour cet homme. Mais en fait, au moment où on s'est rencontrés, on ne pouvait pas se comprendre. Et donc voilà, la vie, c'est ça, c'est des rencontres, il faut les faire au bon moment. Et en fait, c'est vrai que ce qu'il me demandait de faire sur le violoncelle, c'était vraiment ce que je ne voulais pas faire. C'est ce que je détestais en fait le plus. C'est-à-dire que il prenait mon violoncelle, il jouait, il me disait c'est beau, et je lui répondais oui par politesse, mais je trouvais ça vraiment, pour moi, c'était pas beau à cette époque-là. Donc on m'expliquait que quand il faisait un solo dans l'orchestre, qu'il avait un son très large et qui est magnifique qui passait. Mais à 2 mètres, comme ça, dans une salle, avec les cordes en métal, etc., c'était juste, pour moi, c'était impossible. C'était pas ce violoncelle-là que je voulais faire. C'est incroyable cette force de caractère que vous aviez si jeune, de savoir déjà exactement ce que vous ne vouliez pas. Parce qu'en général, quand on est élève, on se laisse un peu faire par notre professeur. On ne se pose pas ces questions. C'est vrai, alors c'était cet esprit critique de la part de mon premier professeur, qui était quand même... Qui vous a transmis. Qui m'a transmis. Et c'est marrant ce que vous dites, parce que j'ai échangé avec Alain Meunier il y a quelques jours, quelques mails, et je lui ai rappelé cette période qui était pour moi quand même assez particulière, où on s'est rencontrés au CNSM de Lyon. Et je lui disais, ça n'a pas dû être facile d'avoir un étudiant qui savait trop tôt ce qu'il voulait ou ce qu'il ne voulait pas. Mais voilà, c'était pas une ligne droite. C'était pas du tout une ligne droite, parce que
Enfin, c'était pas celle que j'avais prévue parce que j'étais assez précoce pour le violoncelle. Je suis sorti du système scolaire très tôt parce qu'il fallait que je travaille à la maison, il me fallait des heures. Voilà. Et puis finalement, au moment où les choses doivent se faire de certaine façon, finalement elles ne se font pas parce qu'on ne rentre pas dans le cadre pour lequel enfin, de ce qu'on nous demande en fait. Donc voilà, j'ai démissionné du CNSM de Lyon. J'ai eu une période où j'ai décidé où j'avais vraiment l'impression que j'emmerdais vraiment trop mes profs. Et on me disait c'est vraiment embêtant, quand je te donne un cours, je suis obligé de me poser des questions. Voilà, j'ai entendu ce genre de réflexion. Et donc je me disais, mais en fait, je les embête tous pour parler poliment, donc je vais travailler tout seul. Donc je me suis isolé pendant un an, un peu plus d'un an, et à ce moment-là, j'avais déjà en fait le virus des cordes en boyau que j'avais découvert, et puis la musique que j'écoutais, c'était la musique ancienne. C'était celle qui me touchait, et c'est là que j'ai découvert les premiers enregistrements de Bilsma, où là j'étais vraiment très touché par le son, par la musique, et donc voilà. Pour moi c'était clair que c'était ça que je voulais faire, et puis j'écoutais les disques de Jordi Savall qu'on m'avait offert quand j'étais enfant. Et puis je découvrais tout ce répertoire qui m'attirait. À ce moment-là, j'avais un bon ami, qui est toujours un très très bon ami, Franck Berned, violoncelliste que j'avais rencontré au CNSM de Lyon, qui lui était parti faire ses études avec Arto Noras en Finlande. Il avait démissionné aussi de la classe. Et quand il est revenu, j'ai partagé avec lui cette passion de ses répertoires. Je me souviens, on faisait des duos de violoncelle, on jouait les sonates de Vivaldi, de Geminiani. J'ai un petit peu mis le verre dans le fruit. Et puis je lui ai fait découvrir aussi un air Bilsma. Et puis on s'est dit qu'on allait partir en Hollande tous les deux, parce que notre salut c'était sans doute là-bas. Donc on a commencé à faire des démarches pour partir en Hollande. Et puis, au moment où on était en train de déposer nos dossiers de bourse au ministère des Affaires étrangères à l'époque, on nous a dit, mais en fait, on ne vous donnera jamais votre bourse parce qu'on vient d'ouvrir un département de musique ancienne au CNSM de Paris. Donc là, on est en 1984. Du coup, on se dit, on va faire la musique ancienne à Paris. Et donc c'est là que je me suis présenté avec Franck dans la classe de Christophe Roin. Donc on était ses premiers élèves au CNSM de Paris en janvier 1985, puisque c'est là que le département de musique ancienne a démarré. Voilà. Et puis à partir de ce moment-là, alors je dois dire que Christophe, je le connaissais par quelques enregistrements, mais je ne le connaissais pas personnellement. Et puis j'avais, au moment où je l'ai rencontré, vous savez, c'est comme si on vous dit, voilà, vous allez, c'est avec cette personne que vous allez aller, mais ça fait des années que vous rêvez de partir avec une autre. Donc c'était quand même assez particulier. Je ne veux pas dire que j'y suis allé à reculons, mais j'y suis allé et en me disant, en fait, j'aurais quand même bien travaillé avec un air Bilsma. Et en fait, c'est incroyable ce qui s'est passé parce que pourtant, Dieu sait que Christophe n'était pas du tout bavard pendant ses cours et encore moins qu'il ne l'est aujourd'hui, oui. Quand il a commencé à enseigner. Mais ça a été vraiment, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, la bonne personne au bon moment. Et là, j'ai passé 2 années extraordinaires où vraiment je suis arrivé, je ne veux pas dire que j'étais un petit peu sur la défensive. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et j'avais besoin de ces silences, j'avais besoin de ce miroir incroyable. Et puis, dans cette façon d'enseigner, où il y a beaucoup d'abstraction, et qui pour moi aussi est quelque chose qui est de l'ordre de la vibration de l'accord en boyau, et donc qui permet de sentir et d'aller très loin dans une démarche, dans une recherche, si c'est le bon moment. Hein. C'est des choses qui s'accordent. Et donc, c'était bien. Voilà, c'était vraiment
un grand merci parce que c'était 2 années qui ont été très très riches. J'avais fait des masterclass avec Bylsma entre-temps. Et donc j'avais ces deux personnalités et ces deux façons de jouer de l'instrument, à la fois très proches et très éloignées, mais qui forcément extrêmement enrichissantes. Et puis dès que je suis rentré au Conservatoire de Paris, j'ai commencé à travailler en fait, on est dans un milieu qui a besoin, enfin le milieu, quel qu'il soit, c'est une entité qui a besoin de se rassurer en permanence. Donc je connaissais quand même beaucoup de musiciens qui savaient que je faisais la musique ancienne tout seul dans mon coin, que j'avais fait mes expériences avec le violoncelle sans pic, l'accordéon boyau. Mais en fait, dès l'instant que je suis devenu l'élève de Christophe, c'était comme une garantie qu'on pouvait me demander et que je pouvais faire de la musique avec les autres. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à être appelé. C'est fou ça, juste à cause d'une taille de pic ou d'une corde en boyau, il y avait cette scission, pas sur rejet, mais... De toute façon, moi j'ai eu des gens que je ne nommerai pas. J'ai croisé des violoncellistes qui m'ont donné des cours et la réaction était viscérale, à la limite de la violence, surtout pour des gens qui étaient d'une génération où ils avaient vécu en tant qu'étudiants cette violence. Il y a des histoires quand même très très dures de musiciens qui ont été complètement écrasés par leurs professeurs parce qu'ils ne voulaient pas se plier à cette pseudo-tradition, qui n'en est pas une, qui est juste l'évolution d'un style si on parle quand on parle de tradition et de musique occidentale, je veux dire, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une tradition. Et pour moi, parce que ça va tellement vite l'évolution que les références changent tout le temps. Ouais. Donc voilà, et c'est vrai que moi je dirais que avec mon esprit critique un petit peu prématuré, je suis arrivé au plus mauvais moment. C'était quand même particulier la fin des années 70 et le début des années 80 pour l'enseignement du violoncelle et ce qu'on attendait d'un son du violoncelle. Il y avait quand même des aberrations à ce moment-là incroyables. Il y avait des luthiers avec qui je travaillais pour faire les réglages du violoncelle qui étaient sur une logique sonore incroyable. On attendait tellement que les instruments à cordes soient puissants. On faisait n'importe quoi. On ouvrait les instruments anciens, on refaisait les épaisseurs, et on rebarrait les instruments. J'ai connu des gens qui étaient obligés de rebarrer des violoncelles tous les ans, tellement ils étaient sollicités. Donc je suis arrivé à ce moment qui était arrivé un peu au bout de quelque chose, une sorte d'extrême, et puis des gens comme Alain Meunier qui commençaient à mettre des cordes en boyau filé sur leur instrument et qui se faisaient traiter de baroqueux par les autres. Donc voilà, c'est je dirais le parcours de mes études. Donc Christophe, et puis après, à ce moment-là, le département de musique ancienne, c'était le début à Paris. Donc il y avait la classe de Christophe Coin, il y avait la classe de Pierre Séché, il y avait la classe de William Christie. Et puis on était en lien avec la classe de Laurence Boulet qui enseignait la basse continue et que je tiens à saluer. C'était donc la professeure de basse continue pour les claveциnistes au conservatoire. Et c'est elle qui s'est battue pour que ce département puisse exister. Et donc on allait dans sa classe pour lire de la musique et on suivait les cours de continuo des clavecinistes. Pas la première année parce que la première rencontre avec William Christie était assez particulière, enfin pas facile disons, au niveau du caractère. Et comme j'avais un caractère bien trempé, forcément ça s'est pas très bien passé. Et puis la deuxième année, je me suis dit, c'est quand même bête. Je me suis rappelé l'exemple pour moi qui est Arets Dijkstra pour le continuo. Et que je me souviens qu'Arets, quand elle faisait ses études à La Haye, en fait, elle allait accompagner le maximum de classes. C'est comme ça qu'elle avait appris à faire si bien le continuo. C'était quand même notre modèle dans les années 80 pour accompagner avec le violoncelle. Et donc je me disais, il n'y a pas beaucoup de classes dans ce département, mais il y en a quand même une aussi où il faut que j'aille, c'est cette classe de William Christie pour lire de la musique avec les chanteurs.
Et c'est vrai que cette deuxième année, c'était fantastique parce que je passais les lundis après-midi dans cette classe euh, où il y avait d'excellentes chanteuses et d'excellents chanteurs, des gens qui ont fait des carrières magnifiques depuis. Et puis, je m'asseyais à côté de Bill et on lisait de la musique toute l'après-midi. Et c'était des réductions d'orchestre, du continuo, de la musique française, de la musique allemande, de la musique italienne, tout. Voilà, c'était pendant 5 heures. Et en fait, c'est ce que je voulais faire. Je voulais comprendre de l'intérieur comment ça fonctionnait. Voilà, et j'ai commencé à travailler. Et je dirais que ma formation, elle a continué dans les ensembles. C'est-à-dire que j'ai joué aux Arts Florissants, j'ai fait mes premières expériences de continuo avec les premières expériences orchestrales de Marc Minkowski avec les musiciens du Louvre qui commençaient. Et puis beaucoup de musique de chambre avec l'ensemble Fitzwilliam, avec Jean-Pierre Nicolas, Pierre Hamon et Michel Desvérités. Donc c'était mon premier groupe de musique de chambre. On a fait beaucoup de concerts, beaucoup d'enregistrements aussi. Donc ça c'était ma première expérience officielle de musique de chambre dans le milieu de la musique ancienne. Et puis voilà, c'était une époque où il y avait beaucoup de travail. Le monde du freelance était quand même très ouvert. Il y avait cette conjonction de l'arrivée de cette explosion de la musique ancienne et puis l'arrivée du disque CD, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup d'enregistrements. Donc on avait beaucoup de travail et ça permettait de vivre plein d'expériences. Voilà. Et puis un jour, Jean Tissaval m'a appelé et donc j'ai commencé à travailler avec lui. Donc c'était voilà, la continuité de ce que j'avais vécu bien longtemps avant, puisque moi la première fois que j'ai entendu Jordi Savall, je devais avoir une dizaine d'années. Voilà, et puis ensuite un ensemble très important avec lequel j'ai joué pendant 17 ans, donc avec Gérard Laine, avec Il Seminario Musicale. L'ensemble de Gérard, c'est ce qui me permettait aussi d'être plutôt dans cette idée de la musique, on la faisait en petite formation plutôt qu'en grosse formation. Donc j'aime beaucoup, j'aimais pas l'orchestre, et j'ai redécouvert l'orchestre grâce à la musique ancienne. Et là, j'ai aimé l'orchestre. Voilà. J'ai aimé l'orchestre, j'ai aimé jouer la basse de violon dans des ensembles pour jouer tout ce répertoire, tous les opéras français de la fin du XVIIe, début XVIIIe, des oratorios de Handel, la musique orchestrale de Bach avec Saval, etc. Donc tout ça, j'ai adoré. Et puis faire le continuo d'opéra aussi, une école fantastique. Mais de faire dans un ensemble plus petit, c'était quand même ça qui me tenait à cœur. Et c'est vrai que Seminario, ça me permettait de vivre, de gagner ma croûte et de coller avec cette éthique d'un petit groupe vraiment formé et qui reste le même aussi. Parce qu'à ce moment-là, il y avait tellement de travail dans le milieu freelance de la musique ancienne. C'est-à-dire que les groupes, tout le monde jouait partout, mais les groupes avaient quand même du mal à avoir une identité. Et je me souviens de Christophe Coin d'ailleurs, que ça agaçait beaucoup, et qui finalement préférait apprendre sur le tas la musique ancienne à des gens motivés qui venaient des orchestres, par exemple de l'Orchestre de Paris, ou pour son ensemble, plutôt que d'essayer d'emmener des gens du milieu freelance baroque dans une direction, et puis que la fois d'après, ils ne seraient pas là, ou alors ils auraient vécu tellement d'autres expériences qu'ils auraient oublié, donc il faudrait recommencer. Et à ce moment-là, c'était quand même, ça brassait quand même beaucoup. Et je me souviens donc pour Seminario, Gérard Laine, qui venait de ces ensembles, puisqu'il avait travaillé avec Christy, avec Herweg, avec Saval aussi, il avait du mal à s'imaginer que les musiciens devaient être tout le temps les mêmes. Ce qui aujourd'hui nous semble complètement bizarre. Et donc c'est nous qui avons dit, mais non, nous on a envie de former un vrai continuo et que ce soit tout le temps les mêmes. Et donc on s'est battu et on a décidé de donner notre priorité à cet ensemble. Vraiment, de dire voilà, ça sera notre ensemble principal. Et ce qui n'était pas du tout quelque chose de logique forcément pour l'époque. Donc c'était pas du tout automatique de s'attacher vraiment à un ensemble et surtout de dire voilà, je donne ma priorité.
Vraiment, accepter, même de refuser des choses qui pourraient être fantastiques à faire, mais de dire non. Et donc c'est ce qu'on a fait avec Il Séminario Musicale, donc avec Blandine Radou, avec Pascal Montellier et Richard Myron. Donc on était les 4 là, et voilà, et ça a tenu, je dirais, 15 ans comme ça, où on donnait vraiment notre priorité à cet ensemble. Et ce qui était une expérience assez incroyable, parce que je me souviens qu'on montait les programmes avec une rapidité incroyable. Gérard Lem était d'un professionnalisme vraiment phénoménal. Il arrivait à la première répétition et il connaissait tout par cœur, parfaitement. Et en général, on répétait une après-midi dans les ateliers de Marc Ducornet à Montreuil. On se revoyait le lendemain pour faire un filage et puis on partait faire les concerts. Et c'était tout, en fait. Et on faisait des cantates avec continuo, des récitatifs à l'appel, etc. Mais on avait une espèce d'habitude de travail comme ça, une sorte d'efficacité. J'aime pas le mot efficacité, mais une logique dans le langage, quelque chose d'organique dans la façon de travailler, de se connaître nous, dans les gestes, etc. Qui fait que, voilà, Alors les choses s'oublient très vite maintenant. Il y a les jeunes musiciens, on parle Il Séminario Musicale de Gérard Lem, il y a des gens qui ne connaissent pas. On va dire que Gérard Lem, pendant plus que 15 ans, il a fait une grande carrière. C'était le contre-ténor français. On a joué dans le monde entier, on a gagné 3 victoires de la musique. Moi j'ai fait 26 enregistrements, 26 disques avec Gérard Lem. Et en fait, le monde est ainsi fait qu'aujourd'hui, pour des gens, ça n'existe pas de la même façon. Nous, on était vraiment dedans, on vivait notre histoire. Et surtout, le fait de travailler avec un chanteur, c'était une école fantastique pour l'instrument, pour la musique. Et puisqu'on dit toujours à un chanteur qu'il faut qu'il chante d'une façon plus instrumentale, pour qu'il vocalise, qu'il ait une voix agile, etc. Puis on dit à un musicien qu'il faut qu'il ait de la vocalité. Voilà. Et dans le même temps, j'avais ces passages épisodiques chez Jordi Savall, puisqu'il m'appelait pour des projets, donc je lui avais expliqué que je ne lui donnais pas ma priorité, mais que je venais quand j'étais disponible. Voilà. Jusqu'à ce que la roue tourne, et à un moment donné, donc j'ai décidé de quitter Séminario pour vivre d'autres espaces et histoires musicales. Et à ce moment-là, j'ai accepté la proposition de Jordi de faire plus de choses. Donc il y a eu quelques années où l'ensemble de Jordi Savall, c'était mon ensemble principal. Et puis j'ai commencé à enseigner à ce moment-là. En 2001, Christophe Roy a pris une année sabbatique au CNSM de Paris et il m'a demandé de le remplacer. Donc j'ai remplacé Christophe pendant 1 an. Et puis ensuite, Christophe m'a proposé de partager la classe parce que lui ne pouvait pas être là régulièrement. Voilà, donc c'est comme ça que l'enseignement a commencé. Et puis donc en 2001, en 2002, j'ai ouvert la classe de violoncelle baroque à Barcelone. Et en 2005, j'ai repris la classe à Genève. Donc il y a eu une période où il y avait les 3 classes. Et puis après, et puis j'étais parti vivre en Bretagne, ce qui n'était pas facile. Et puis des naissances, familiales, voilà, donc un petit peu écartelé. Depuis quelques années, je me suis recentré sur Genève et Paris. Voilà, une ligne plus transversale. Même si j'ai eu un petit peu de mal à lâcher Barcelone, parce que c'était quelque chose du cœur. Et finalement, voilà, j'ai laissé la classe dans de bonnes mains à Emmanuel Bassa, qui enseignait déjà la viole de gambe. Donc j'ai commencé par laisser la moitié de mon emploi du temps, et puis après j'ai laissé la totalité. Donc justement, puisque vous parlez de viole de gambe, parce qu'ici, il n'y a pas que des violoncelles. Dans ce qui nous entoure, il y a aussi des violes de gambe, si je ne me trompe pas. Donc du coup, vous en jouez aussi. Alors, la viole de gambe, c'est, je m'étais toujours dit, la viole de gambe, je jouerai ça à ma retraite, quand j'arrêterai de voyager, et je ferai du consort. Voilà. Je prendrai le temps de faire du consort, et donc je jouerai de la viole de gambe à ce moment-là. Alors, c'est particulier la viole de gambe. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte dans mes recherches sonores,
parce qu'on a toujours, on cherche un son toujours, et je parle du son avec la corde en boyau, hein. Je ne parle pas d'un idéal sonore de violoncelle en général, mais vraiment de ce rapport à la corde en boyau. Et donc on s'interroge aussi sur les choses qui nous touchent et pourquoi. Cette chose particulière dans la recherche sonore était profondément marquée par ce que j'avais entendu quand j'étais enfant. Parce que la première fois que j'ai entendu Jordi Salal, je ne savais pas ce que c'était qu'une viole de gambe. Personne ne le savait dans la salle d'ailleurs ce que c'était. Je me souviens qu'on était allé voir à la fin, qu'il nous avait montré son instrument, que l'archet, tout était surréaliste. Et pour moi, j'avais entendu une sorte de violoncelle. Et j'avais entendu une sorte de violoncelle avec un son d'une humanité, d'une richesse et d'une chaleur incroyable. Et en fait, je pense que dans ma petite tête, ça a dû... c'était comme quelque chose qui était déjà rentré. Parce qu'après, dans ce que je recherchais avec le violoncelle, tout ça, voilà, il y avait quelque chose qui, sans doute, qui travaillait dans une certaine direction. Et donc, la viole de gambe m'a toujours énormément touché, mais c'est comme quelque chose que je n'osais pas toucher. Et puis, j'étais parti dans ma direction de violoncelliste, et puis, je sentais que j'avais quelque chose à fouiller avec ce violoncelle, et que voilà, mon chemin, c'était ça. Ce violoncelle ou ces violoncelles? Alors au départ c'était le violoncelle, parce que je jouais j'avais 2 instruments anciens que je jouais quand j'ai fait la classe avec Christophe. Et puis j'ai rencontré Charles Richer complètement un peu par hasard. Il est venu présenter son premier violoncelle à la classe chez Christophe Point en 1985 ou 86. Donc je l'ai rencontré comme ça. Et puis il s'est trouvé que c'était mon voisin. J'habitais dans le 11e arrondissement. Il était quelques rues plus loin, rue Saint-Sabin. Et puis, il a commencé en fait à prendre contact avec moi quand il avait fini un instrument. Et donc, je venais essayer l'instrument à l'atelier. Donc, on a commencé à se connaître de cette façon-là. Et donc, j'ai suivi tout ce travail en fait depuis le départ. Tout le chemin de Charles qui est voilà, quelqu'un... Pour l'époque aussi, c'était un peu extraterrestre. Quelqu'un qui fait ses études de lutherie en Angleterre, qui rentre et qui n'a qu'une idée en tête, c'est faire des violoncelles qui fonctionnent avec des cordes en boyau. Voilà. Et donc c'était pareil, c'était la bonne rencontre au bon moment. Donc on s'est côtoyés de cette façon-là. Et puis c'était une époque aussi où Christophe Point jouait des instruments neufs aussi. Je me souviens qu'il faisait des concerts avec l'ensemble Mosaïque, qui commençait à ce moment-là. Et je me souviens, il jouait les concertos de Boccherini sur un violoncelle de David Rubio. Et ça m'interpellait. Et je me suis dit quand même, j'ai envie de vivre cette expérience de jouer un instrument neuf. Parce que, voilà, j'aimais le son du violoncelle que je jouais, qui était une petite basse française du XVIIIe siècle. Et en même temps, c'est un violoncelle qui avait plein de défauts. C'était pas un grand instrument. Et donc, en fait, dans mon travail et dans tout ce que je pouvais chercher dans les réglages, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais tout le temps en train de mettre des béquilles pour que ça fonctionne. Et puis, voilà, on était tout le temps dans une forme d'adaptation à l'instrument pour essayer de lui faire dire quelque chose qui peut-être il ne pouvait pas dire. Donc, ça fait travailler, ça fait chercher. Mais, et je me suis dit quand même, j'ai envie de vivre cette expérience d'un instrument neuf. Donc, j'ai commandé un instrument à David Rubio. Et puis c'était très long avant que l'instrument soit fait. Et finalement, voilà, je ne suis pas allé chercher l'instrument. Et c'était un peu compliqué avec David Rubio, donc je ne suis pas allé chercher l'instrument. Pour l'interview, je ne rentre pas dans les détails. Et j'ai commandé un violoncelle à Charles. Et Charles, entre-temps, avait restauré complètement mon violoncelle ancien. Et on savait qu'on se voyait de plus en plus. Il commençait à faire des archets. Donc c'était une relation à la fois de proximité, qui était facile, j'étais à côté. Et puis il y a une amitié qui naissait. Et puis un échange avec les instruments. Moi, je voyais entre chaque instrument qu'il y avait des pattes géantes qui étaient faites. Et donc c'était pour moi complètement logique de commencer à ce qu'on travaille ensemble dans le vif du sujet, avec un instrument neuf. Donc j'ai commandé cet instrument,
voilà, qui était un grand violoncelle, un modèle que j'aime beaucoup, un modèle Stradivarius sur le modèle de Cristiani, qui est un modèle à la fois grand mais élancé, très puissant et en même temps très féminin. Donc le Cristiani, très très beau violoncelle. Donc Charles m'a fait ce premier violoncelle qui est arrivé en 1996. Et le fait d'avoir cet instrument, en fait, ça a été un bouleversement complet pour moi. Je travaillais beaucoup à ce moment-là avec Seminario, je faisais ma vie de freelance de musique ancienne. Et ce violoncelle, il m'a donné envie vraiment de me retravailler le violoncelle. Parce qu'à cette époque-là, il y avait tellement de travail. Et donc, ça n'incitait pas les jeunes musiciens à faire leur ensemble et vraiment faire quelque chose par eux-mêmes. Ce qui est complètement différent aujourd'hui, ce qui a énormément changé. Puisqu'il y a beaucoup moins de travail, les gens se prennent en charge beaucoup plus tôt, ce qui est quelque part une excellente chose. Et surtout, tous les bons violonistes, ils étaient premiers violons des ensembles, ils n'avaient pas le temps. Donc moi j'avais toujours rêvé de faire du quatuor, de faire de la musique de chambre avec des violonistes, mais en fait c'était difficile, parce qu'ils étaient pris. C'était difficile de les avoir hors d'un contexte de travail de freelance. Et donc ce violoncelle arrive, et je retrouve des sensations de violoncelliste que j'avais eues en jouant des belles basses qui m'ont été prêtées pendant mes études, notamment une basse de Gand et Bernardel, qui était au conservatoire de Tours, et que j'ai joué pendant plusieurs années. Je me retrouvais avec un violoncelle, et je me disais, et à ce moment-là, comme quelque chose une évidence pour moi logique, cette envie de me replonger dans ce répertoire que je jouais de façon épisodique. C'est-à-dire que la chance avec Seminario, c'est que on faisait beaucoup de programmes en toute petite formation. Et comme Gérard Laine m'aimait bien, j'avais quasiment systématiquement au moins une sonate ou une suite de Bach dans les programmes. Donc ce qui me permettait de jouer en soliste, entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais en tout cas de m'exprimer dans les concerts. Et là, d'un seul coup, pour moi, c'est une évidence. Il y a tous les projets qui dorment depuis des années. Et je me dis, voilà, j'ai enfin un outil pour commencer ça. Et donc, tout de suite, j'ai dit, ok, on va enregistrer les sonates de Vivaldi. Voilà, c'est là que l'histoire des basses réunies commence, en fait. L'histoire des basses réunies commence avec les instruments. Au départ, les basses réunies, c'était l'envie des musiciens, donc de ce groupe qu'on avait formé dans le groupe, au sein de Seminario Musicale, avec Blandine, Pascal et Richard, de faire aussi des choses par nous-mêmes. De ne pas être des musiciens que au service entre guillemets, de Gérard. Mais en plus, les basses réunies, parce que c'est quand même assez osé de mettre en avant juste les basses. Voilà, c'est le principe en fait. Voilà. Et donc l'idée des basses, c'était à la fois que ça soit un ensemble qui un peu comme la musique est écrite, c'est-à-dire qu'on part de la basse et de susciter les choses plutôt qu'on vienne se rajouter à quelque chose. C'était que ça parte des basses. Donc à la fois pour se proposer en tant que continuo, pour des musiciens qui nous étaient chers, et en même temps avoir des projets propres au répertoire de ces basses. On essayait de trouver des concerts, etc. Ce qui n'était pas facile. Parce que vous débutiez ? Non, c'était pas parce que je pense qu'on ne savait pas très bien s'y prendre. Ah oui, parce que du coup vous étiez toujours engagé tout le temps. Voilà, et puis dire, en fait on a envie aussi de faire d'autres choses, etc. Et que c'est comme si on appartient à un groupe un peu. C'est un petit peu, donc c'est difficile de prendre avec les mêmes musiciens finalement de pouvoir prétendre à une identité. Alors que l'identité du groupe, c'est aussi nous qui l'avons fait avec le son qu'on a créé à 4 musiciens qui ont décidé dans un ensemble de freelance de se dire non, nous on va faire un vrai groupe. Et puis il y a ce violoncelle qui arrive et là, donc voilà, je me dis non, moi j'ai envie de faire le répertoire du violoncelle. Donc en 98, on enregistre le disque des sonates de Vivaldi, que j'enregistre complètement de façon autonome. J'ai quand même ma petite idée derrière la tête, c'est-à-dire que je veux choisir qui m'enregistre, je veux choisir le lieu, les instruments, les gens bien sûr, ça ils sont déjà là, ils sont déjà choisis.
Mais voilà, j'ai pas envie d'avoir de contraintes de la part d'un label qui me dit non, on va pas faire ça comme ça parce que ça va nous coûter trop cher ou quelque chose. Voilà, j'ai envie d'être libre. Donc on fait ce premier enregistrement et puis je cherche un label pour le diffuser. Et grâce à Nicolas Bartholomé qui a fait la prise de son, donc que j'ai invité pour faire le disque, que je connaissais évidemment par d'autres enregistrements, qui enregistrait Saval, qui enregistrait plein d'autres mondes à ce moment-là, et qui était dans cette continuité de prise de son de Pere Casullieras, de ces gens et de Michel Bernstein, qui étaient les premiers à réenregistrer avec un couple de micros. Et c'est ça que je voulais. Alors aujourd'hui, c'est pareil, ça peut paraître un peu bizarre de parler de ça. C'est vrai que c'est normal maintenant. Mais voilà, parce que maintenant c'est entendu. Mais à l'époque, non. Voilà. Et chez Saval, on enregistrait avec un couple de micros. Point barre. Et après, on faisait la balance autour. Et je me souviens quand on enregistrait les Brandebourgeois, il y avait 2 micros et c'est tout. Quand on a fait les 7 dernières paroles du Christ de Haydn avec tout un orchestre dans une église, c'était 2 micros. Ah oui. Donc voilà. C'était pour avoir le son le plus organique possible. Exactement, c'était l'idée que voilà, ce son devait être. Et donc je voulais évidemment travailler dans cette direction, donc c'est pour ça que j'ai demandé à Nicolas Bartholomé de faire l'enregistrement. Et donc c'est lui qui m'a proposé que ça soit publié chez Alpha, qui commençait en fait. Voilà, c'était la première année d'Alpha. Et donc le premier disque Vivaldi, c'était le numéro 4 d'Alpha. Le disque ça s'est bien passé. Donc le disque a été très bien reçu. On a gagné ce prix de la Fondation Cini à Venise. Et puis voilà, les critiques étaient bonnes. Donc voilà, quand c'est bon, quand c'est bien, tout le monde a envie de continuer. C'est un peu la règle. Donc Jean-Paul Combet était très enthousiaste à l'idée qu'on poursuive. Surtout que moi l'idée c'était pas juste de faire un disque, c'est que j'avais plein de projets dans la tête. Et donc je lui ai proposé de faire ce projet des sonates de Jean Barrière. Et lui était pas très chaud au départ parce qu'il connaissait pas, il avait un petit peu peur, etc. Et donc j'ai réussi à le convaincre. Et puis après voilà, l'histoire a continué. On va peut-être pas passer tous les disques en vue. Mais alors là où ça rejoint l'histoire des instruments, et le travail avec Charles, c'est donc pour le 3e enregistrement, donc Jean-Paul, après Barrière, Jean-Paul Combet me dit voilà, qu'est-ce que tu as envie d'enregistrer? Et je lui dis écoute voilà, moi j'ai envie d'enregistrer les suites de Bach. Je suis confronté, donc j'ai un violoncelle qui me donne envie de faire plein de projets, évidemment pas faire tous les projets que j'ai envie de faire parce que ce n'est qu'un violoncelle, donc c'est un réglage, un type de montage à une époque donnée. Je suis confronté à un problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à jouer les suites de Bach avec cet instrument. C'est-à-dire qu'il marche très bien pour jouer la musique du 18e, les sonates de cette époque-là, mais quand je joue une suite de Bach, je bute contre quelque chose, et comme une forme d'inadéquation entre l'instrument et la musique qui m'interpelle. Et donc j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi on joue la 3e suite et quand on arrive à la gigue, on se demande si on va arriver à la fin. Et on se dit que c'est quelque chose quand même qui n'est pas tout à fait normal. Mais ce qui me rassure, c'est que des violoncellistes qui jouent sur des violoncelles baroques anciens sont confrontés aussi à cette chose, hein, que ça peut vite se transformer en lutte. Sauf à jouer avec des instruments complètement détendus. Hein, de retirer beaucoup de compression et voilà, comme on entend beaucoup d'enregistrements qui sont faits, des suites de Bach sur violoncelle dit baroque, et on entend au micro qu'en fait il y a très peu de tension sur les cordes, qui est une façon de résoudre ce problème de la résistance, de l'inertie de l'instrument. Mais moi à ce moment-là je me dis que en fait ce violoncelle pour faire la musique 18e il est déjà trop orienté vers quelque chose de plus tardif, et que pour jouer ce langage du mélisme, qui n'est qu'une forme, qu'une évolution de la diminution du XVIIe siècle, il faut un instrument plus ancien, qui donne la possibilité de jouer ces diminutions avec toutes ces possibilités d'articulation différentes, et un instrument qui privilégie
la façon de faire le détaché et de multiplier au maximum dans ce détaché les possibilités articulatoires. Et à ce moment-là, je demande à Charles qu'il me fasse un violoncelle pour aller dans cette direction. Donc là, c'est le début en fait vraiment de l'histoire des instruments, parce qu'il me fait un violoncelle, je suis content, etc. Mais en fait, on n'était pas du tout parti avec l'idée qu'on allait en faire, je sais pas, on en est à 14 ou 15 aujourd'hui. Et les archers. Et les archers. C'était pas du tout ça qui était prévu, c'était pas écrit ça. Hein. Enfin, c'était peut-être écrit, mais en tout cas, c'était, voilà, on n'en avait pas conscience. Donc il me fabrique ce violoncelle, qui est là d'ailleurs, qui est juste derrière nous, ce violoncelle. On choisit un modèle de Gasparo da Salo, et puis qui privilégie vraiment cette tessiture de basse médium. Et puis on fait voilà, nos expériences avec cet instrument, qui quand il arrive me donne la possibilité, beaucoup plus de possibilités, donc c'est vraiment, je suis très très content. Ça me permet d'aller beaucoup plus loin, ça me permet de jouer des danses au tempo que je les ressens si jamais je me les chante ou que, voilà, que je me les danse pour moi-même. Et non pas que je sois tout le temps être obligé de dire bah non, c'est le violoncelle qui va décider à tel tempo je vais jouer. En fait, ce qui est fascinant dans ce que vous dites, c'est que vous dites que les instruments anciens qui ont été faits à l'époque où il fallait jouer les suites de Bach conviennent beaucoup moins que des instruments qu'on construirait aujourd'hui. Alors ça, c'est difficile de dire, je crois pas. Et je pense que nous, notre regard aujourd'hui et notre façon d'appréhender les instruments qu'on doit jouer à une époque donnée ne correspondent pas forcément. Et aussi que c'est là la première fois que je suis confronté à la nécessité de la diversité. C'est-à-dire que ce qui marche pour une chose ne va pas marcher pour une autre, qui ne paraît pas si éloigné, mais en fait c'est quand même un langage. C'est pas éloigné dans le langage, mais dans la façon de le faire, ça l'est quand même. Il faut chercher, puis en fait, surtout, même si on fait une copie exacte d'un instrument à un moment donné qui n'aurait pas été transformé, ce qui n'existe pour ainsi dire pas, mais enfin, bon, si on a la chance, ça ne dit pas grand-chose. On n'est que en train de chercher et d'essayer de trouver ce qui correspond. L'idée, c'était d'arriver à faire se relier ce qu'on ressent dans la musique. Donc, quand on ressent la musique, c'est un mouvement, c'est un geste. Et que ce geste de la musique, dans le geste instrumental, il puisse y avoir cette connexion. Et dans le meilleur des cas, une fusion. Et c'est ça que nous fait pressentir la musique ancienne. C'était ça la révolution. La révolution, c'était de dire on va faire un geste qui correspond à la musique. On va oser ce geste. En fait, pour moi, cette révolution de la musique ancienne, c'est ça. Plutôt que d'être sur un plan linéaire avec le violoncelle moderne et à dire qu'on va tout jouer, de se dire on va oser ce rebond, cette verticalité, on va se jeter à l'eau et on va voir ce qui se passe. Puis on va essayer de trouver les instruments qu'il faut pour faire ça. Et on va oser les tempi, on va oser... voilà. C'est vrai qu'un violoncelliste moderne, je pense, enfin je me trompe peut-être, mais il peut jouer 400 ans de répertoire sur le même instrument moderne. Et à l'époque, on ne se posait pas la question. Ouais. Aujourd'hui, c'est différent. On en parlera tout à l'heure, mais quand même, je me suis réconcilié avec les violoncellistes. grâce à l'enseignement et aux rencontres que je fais et de voir comment la mentalité, et plus que la mentalité, la façon de faire des jeunes musiciens aujourd'hui a changé par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Et je me réconcilie avec les violoncellistes que j'ai quasiment fui à un moment donné, parce que je me sentais tellement en décalage que c'était pas la peine. Donc il y a eu ce premier enregistrement des suites de Bach avec ce violoncelle et ça a été le point de départ de tout ça. C'est-à-dire qu'au départ j'avais prévu de faire toutes les suites avec les 5 suites avec le violoncelle, puis évidemment la 6e avec un violoncelle à 5 cordes. En fait, le fait d'arriver que cet instrument réussisse dans le geste a m'emmené beaucoup plus loin. Je me suis aperçu qu'avec avec mon autre violoncelle, ça me permettait d'aller plus loin aussi. Donc c'est comme si l'instrument est un vecteur, enfin, il sert de passerelle, il vous fait aller plus loin dans un geste, et du coup quand vous reprenez un instrument, vous allez aussi plus loin avec lui, pas au même point, mais ça vous permet déjà. Et à ce moment-là, je me dis, j'ai 2 violoncelles de Charles, là, c'est quand même
Et puis ces suites, elles ont une couleur tellement différente, ça serait quand même intéressant de... Je cherche à varier la couleur des suites. Au départ, je pense faire dans 6 lieux différents. J'ai prévu un instrument, enfin 2, mais de changer le lieu. Et puis après, je me dis, mais pourquoi ça passerait pas par l'instrument? Parce que je vois 2 instruments du même facteur, avec des réglages différents, nous amènent dans des mondes différents. Et comme chaque suite, par son caractère, sa tonalité, et du coup, ce qu'elle engage, quand je parle de la tonalité, c'est pas seulement juste de dire c'est en do ou en ré, c'est de jouer avec des cordes en boyau, avec un violoncelle accordé do, sol, ré, la, en ré, ou en do, ou en sol, c'est une autre histoire. Le violoncelle dit complètement autre chose, ce dont on n'a pas conscience avec les cordes en métal, en tout cas beaucoup moins, mais la corde en boyau, elle nous emmène dans cette dimension. Et donc à ce moment-là, Charles vient de finir un violoncelle pour le Conservatoire de Paris. C'est juste avant l'été, et plutôt que le violoncelle se met dans un placard alors qu'il est neuf au moment où il doit être joué, donc je demande l'autorisation d'emprunter ce violoncelle. Donc j'emprunte ce violoncelle, je me retrouve avec 3 violoncelles de Charles tout l'été pour préparer mes suites de Bach. Et là je me dis, il faut faire avec, il faut que ces suites aient des couleurs. Et là évidemment je commence à trouver par suite le violoncelle qui marche le mieux, etc. Donc je décide de partir dans cette direction. Donc c'est comme ça que les suites de Bach ont été enregistrées avec 4 violoncelles différents. Et le projet suivant, c'est un projet qui va vraiment faire basculer un peu, on va quitter un peu l'histoire du violoncelle tout de suite. C'est grâce à Fitzwilliam, on a fait beaucoup de musique XVIIe siècle que j'ai faite avec un violoncelle. Donc je faisais toujours mon accord de scordatur pour essayer de coller le plus possible avec cette musique. Scordatur, c'est-à-dire Scordatur en baissant le La au sol, avec l'accord do sol ré sol, qui est un accord très utilisé à la fin du XVIIe. Et donc du coup, quand je joue Frescobaldi, 50 ans avant, je suis dans un anachronisme total, mais je fais ce que je peux puisque j'ai que ça. Je joue ça sur mon violoncelle avec la scordatur. Et puis en même temps, je me rends bien compte que c'est pas l'instrument qu'il faut, mais voilà, la musique est fantastique, on la fait, on la joue. Dans le même temps, je creuse tout ce XVIIe siècle au niveau des répertoires, je commence à être fasciné par ce monde des diminutions, ce langage des diminutions. C'est les suites de Bach qui m'ont amené là, en fait. Dans se dire, voilà, j'ai envie, pour bien jouer un mélisme, il faut comprendre comment la musique est diminuée. La diminution, c'est comment aller d'une note à une autre en passant par tous les chemins qu'on peut imaginer sur un plan de l'improvisation, sur le plan de l'improvisation, mais une improvisation qui est relativement codifiée, c'est-à-dire qu'on apprend toutes les façons d'aller d'une note à l'autre et on apprend ce langage. Une fois qu'on a ingéré ce langage, on va pouvoir improviser puisqu'on a toutes les formules à la fois dans la tête et aussi digitalement par rapport à l'instrument qu'on joue. Et donc au XVIIe siècle, il y a des instruments qui sont rois, entre guillemets, pour diminuer. Les instruments de dessus, bien sûr, la flûte, le cornet à bouquin, etc. Et moi, je suis fasciné par ces instrumentistes, principalement des flûtistes ou des cornettistes, qui font faire leurs études à Bâle et qui, pendant 2 ans, ne font que des diminutions. Ils apprennent ce langage. Et puis après, ils arrivent et juste... Alors aujourd'hui, c'est pareil. Pour quelqu'un qui prend le train en marche de la musique ancienne, ça paraît complètement naturel. Mais il faut remettre ça dans le contexte des années 80. C'est un peu une révolution. Ouais. Et moi, je suis fasciné par ça. Je suis absolument fasciné. Et je me dis, moi, j'aimerais m'isoler pendant 2 ans avec mon violoncelle et faire ça. Le mélisme, par rapport à la diminution, c'est une diminution qui va être écrite, simplifiée, et voilà. Dans les suites de Bach, on va de note importante à note importante avec le mélisme qui peut être mélodique. Et là où l'histoire de la musique s'est fourvoyée dans l'interprétation de ces répertoires, c'est quand on a décidé de ne privilégier que la ligne mélodique. C'est-à-dire qu'on jouait d'une suite de Bach en ne privilégiant que la mélodie du mélisme,
qui est très belle, peut se suffire à elle-même. C'est là tout le drame finalement. C'est pour ça qu'on est allé si loin de quelque chose. Mais c'est ce langage qu'il fallait réinventer. Donc pour les suites de Bach, il me semblait qu'il fallait se réapproprier un langage plus ancien pour comprendre le mélisme, partir de la diminution. En cherchant dans ces répertoires, je tombe, un jour j'achetais de la musique, à l'époque on ne la trouvait pas sur internet, donc c'était l'époque où on l'achetait. On allait fouiller dans les bibliothèques, et puis quand il y avait un salon, un festival de musique ancienne quelque part, il y avait souvent un workshop avec des partitions, avec des fous qui éditaient des facsimilés. Ils ont tous fait faillite depuis. Et nous, on dépensait nos cachets à acheter des partitions. On allait dans les workshops avant le concert et on dépensait l'argent qu'on n'avait pas encore gagné. Et je tombe sur des facsimilés de diminution de Bonizzi, donc de la première moitié du XVIIe siècle en Italie, avec de la musique qui descend jusqu'au sol grave, en dessous du dos du violoncelle, et qui monte dans l'aigu. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et donc, je commence à m'intéresser au répertoire donc, des viola bastarda, écrit pour des instruments à archer, qui descendent au sol grave et qui montent dans l'aigu. Un répertoire très virtuose, fascinant. Et donc, je creuse. Moi, je ne connais pas bien ce accordéon. Donc, je creuse ça et donc, je découvre... Alors, les seules personnes qui s'intéressaient à ce répertoire à cette époque-là, c'était les gambistes. Ils le faisaient avec leur viole de gambe à 7 cordes, la plupart du temps une basse française, et on cherchait le répertoire des diminutions. Et moi j'arrive avec mon regard de violoncelliste et j'essaye de comprendre aussi à ma façon ces instruments, cette période. Et j'essaie de comprendre. Et je me dis, mais cet instrument qui servait pour jouer Bonizzi, c'est l'instrument que j'aurais rêvé avoir pour jouer les Vèbes de Monteverdi avec Saval ou l'Orfeo, par exemple, pour faire le continuo. Et pour jouer Frescobaldi, ça serait peut-être pas mal. Et pour faire ces fantaisies de Selma, ça serait peut-être bien aussi. Et donc, voilà. Et j'ai dans la tête, j'ai ce projet de Frescobaldi, parce que je suis fou de ces canzoni de Frescobaldi, pour en avoir joué un certain nombre, fait la basse. Et voilà, c'est une musique qui me parle vraiment, que je trouve absolument très forte, qui est très peu jouée, considérée comme ingrate pour le public. Je suis fou de cette musique, et donc pour à la fois la comprendre et essayer de savoir quels instruments il faudrait pour la jouer, j'en arrive à cette période des diminutions. Je découvre que la viola bastarda, c'est l'instrument roi des diminutions, c'est-à-dire que c'était l'instrument vraiment de l'élite, des joutes entre grands musiciens. On dit que Monteverdi jouait la viola bastarda. La bastarda, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, on aime bien opposer les choses, alors que souvent elles se complètent. On dit non. Alors, quand j'en parle à des gambistes, ils disent non, la bastarda, c'est une façon de jouer. On dit à la bastarda, c'est une façon de dire on va diminuer. Mais à la bastarda, c'est aussi des instruments de l'époque. On joue la viola bastarda. Donc c'est à la fois une façon de jouer, à la fois un instrument. Et cette espèce de... Alors au début ça perturbe de dire c'est deux choses, mais en fait non, c'est juste deux choses qui se complètent. On essaye d'imaginer avec Charles un instrument qui puisse descendre jusqu'au sol grave, qui puisse monter dans l'aigu, qui soit grand, mais qui ne soit pas immense, parce qu'on ne peut pas jouer vite sur un instrument qui est trop grand. Donc on se penche sur la lutherie des frères Amati, et puis c'est comme ça que vont naître ces deux instruments qui sont derrière moi. Donc une grosse basse à 6 cordes, et puis déclinée en un instrument plus petit, en ténor, à 5 cordes. Donc c'est comme ça que ces instruments sont nés pour ce projet Frescobaldi. Et c'est des instruments qui ont la particularité aussi d'être bâtards dans leur facture. C'est-à-dire que le fond a la pliure d'une viole de gambe, mais il a aussi une voûte. Donc il y a la voûte, mais un pont d'âme en plus à l'intérieur, comme une viole. Donc on est dans cette facture hybride. Et il y en a un qui a des frettes et l'autre pas? Alors il y en a un qui a des frettes et l'autre pas, parce que en fait, le ténor, c'est l'instrument qui me sert comme instrument à 5 cordes
pour jouer par exemple la 6e suite ou le répertoire de violoncelle piccolo. Donc j'ai décidé de ne pas le mettre avec des frettes. Et donc je le joue en accord de quinte en général, celui-là, sauf parfois à faire des scores d'atour ou double score d'atour avec les deux cordes supérieures, donc Do, Sol, Ré, La, Ré ou Do, Sol, Ré, Sol, Ré, puisqu'à la fin du XVIIe siècle, il y a du répertoire écrit pour cet accord. Et puis pour l'autre, j'ai besoin d'un Sol grave et puis d'un Ré aigu. Et au milieu, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc il va falloir que je trouve une solution. Et là, en cherchant dans des types d'accords qui ont existé à cette époque, notamment pour ce répertoire de Bastarda, je découvre qu'un accord en quarte et quinte successives fonctionne et qu'il était utilisé. Et c'est un accord qu'on trouve aussi en Angleterre à la même époque avec les liravioles. C'est un des 60 accords de la liraviole. Et donc je me dis, je vais essayer un instrument Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré. Et on va voir ce qui se passe. Donc on accorde l'instrument de cette façon-là et je me lance dans le projet Frescobaldi. C'est un système d'accords que j'aime beaucoup parce que l'avantage c'est qu'une fois qu'on l'a intégré dans la main, on peut le faire dans plein de tonalités différentes. Ah oui. Et donc c'est ce que je vais faire ensuite quand d'autres instruments vont arriver. Le petit instrument qui est à côté de vous, là, donc pas le tout petit, mais celui qui est un peu à l'extérieur. D'accord. Donc il y a un petit ténor qui joue dans la tessiture de l'alto, qui lui est né d'après des peintures de Basquenis et de Bétera, qui étaient deux peintres de Vérone de la première moitié du XVIIe siècle. Et c'est un instrument qui réapparaît plusieurs fois dans les natures mortes. Et donc on est parti de ces natures mortes pour le fabriquer. Parce que je cherchais un instrument plus petit qui joue dans la tessiture plus haute, qui puisse jouer une partie de dessus si elle n'est pas trop haute, ou une deuxième voix. Et dans l'idée de faire un consort. En fait, une fois qu'on a eu fait cette basse et ce ténor, a commencé à naître l'idée du consort. Parce que pour l'enregistrement Frescobaldi, il y avait des pièces où j'avais besoin de deux ténors. Et en fait, j'ai utilisé le violoncelle qui est ici, les Gasparo da Salo, et que j'ai accordé une quinte au-dessus. Et ça marche très bien en fait. Un violoncelle accordé une quinte au-dessus, c'est assez génial, ça marche très, très bien. Même un instrument très grand. Je l'avais découvert au cours d'un enregistrement de l'offrande musicale avec Jordi Saval, où il nous manquait un instrument pour enregistrer le canon Pertono. Et quand on a enregistré, j'ai dit à Jordi, c'est dommage, si j'aurais dû amener mon violoncelle piccolo. Et puis je lui ai dit, mais écoute, donne-moi un Ré de viole de gambe et laisse-moi une heure, je vais voir ce que je peux faire. Et donc je suis allé dans ma chambre d'hôtel, j'ai accordé mon violoncelle une quinte au-dessus. C'était le violoncelle des sonates de Vivaldi. Je lui ai accordé une quinte au-dessus. Et puis j'ai regardé la partition et je me suis dit, ça marche. Et donc on a enregistré comme ça. Et en fait, j'ai été sidéré de voir comment ça fonctionnait bien. Il y avait ces couleurs qu'on a trouvées dans Frescobaldi qui me donnaient envie de continuer ce consort de violon. Bâtard ou de violon. Hein. Et donc c'est comme ça que sont nés les deux instruments qui ont cette forme festonnée et en même temps qui n'ont pas avec des épaules tombantes. Et donc qui sont nés des tableaux de Basquenis et Bétera. Donc celui-là et celui-là. Exactement. Ouais, donc d'abord le plus petit qui joue dans la tessiture de l'alto et puis ensuite on a fait l'autre qui joue dans la tessiture du ténor. Ouais. Voilà, ça fait un petit ténor. Et la famille s'agrandit. La famille s'est agrandie. Alors après il y a eu quand on a fait ce violoncelle, donc ce bâtard, de ce modèle d'Amati, avec le fond plié, mais donc des voûtes, un pont d'âme. On s'est aperçu. C'est quoi un pont d'âme? Alors à la pont d'âme, c'est dans une viole de gambe, le fond est plat et les épaisseurs sont constantes. Et il y a un barrage dans le fond de la viole, et au milieu, au niveau de l'endroit où il y a l'âme et le chevalet, dans le fond de l'instrument, il y a une pièce transversale qui renforce le fond, qui s'appelle un pont d'âme.
C'est là où l'âme vient se poser. Pour pas que l'âme déforme le fond de la viole qui est trop mince. Le principe du violon, c'est que les épaisseurs au milieu du fond sont beaucoup plus importantes que sur les côtés. Et donc on a une colonne vertébrale dans le fond d'un violon et donc dans le fond d'un violoncelle. Hein, ça va. Vous avez le milieu, hop, et puis ça s'affine jusqu'au bord. Quand on fait ces instruments bâtards, on fait une voûte, mais avec des épaisseurs quasi constantes. Donc il faut renforcer. Donc ces instruments ont un pont d'âme comme sur des instruments à fond plat. Et donc on a un fonctionnement du fond qui est différent. Donc on s'est aperçu qu'avec ce violoncelle à 5 cordes, avec ce fond bâtard, hein, qui prenait à la fois du violon et de la viole, on avait un son dans l'aigu qui était à la fois clair mais riche, très dense, riche en harmonique. Et à ce moment-là, le projet suivant que j'avais en tête, c'était d'enregistrer des sonates et des concerti de Boccherini. Donc on est parti vraiment, c'est un peu le grand écart quand on vient du monde de Frescobaldi. Et à ce moment-là, j'ai proposé à Charles qu'on fasse l'expérience d'un violoncelle à 4 cordes, accordé do sol ré la, vraiment un violoncelle, mais avec un fond de bastarda. Alors, parce qu'on sait que Stradivarius, par exemple, a fait des instruments à fond plat, qui marchent très très bien. On a fabriqué ce violoncelle, enfin Charles a fabriqué ce violoncelle, je dis on, j'exagère un peu. Et pour le projet Boccherini. Et en fait, voilà, pour moi, en fait, j'avais 2 possibilités pour Boccherini. Soit chercher un violoncelle de la fin du XVIIIe siècle, comme on trouve des violoncelles français par exemple, mais qui ont un son très clair. Et en fait, moi, j'étais pas fan de ça. On prend un violoncelle de Lambert par exemple, et avec un son en aigu qui va être assez clair, transparent, et à ce moment-là, moi j'avais quelque chose de plus dense. Ou alors un instrument avec un son plus pincé, plus nasal, comme un violoncelle sur lequel on aurait mis un chevalet italien par exemple, qui favorise les harmoniques aiguës. En fait, j'avais pas envie de ça du tout, j'avais envie que ça soit ample, clair mais ample. On cherchait un peu l'impossible, et donc voilà, c'est ce qu'on a cherché avec ce violoncelle. Et c'est vrai que c'est un instrument qui dans le registre aigu, était assez particulier, pas ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Et donc voilà, ça c'était pour le projet Boccherini, donc c'était le 3e violoncelle. Mais c'est vrai aussi qu'un violoncelle, ça sonne là où on le joue. Hein. C'est-à-dire que pour ce projet Boccherini, j'ai quand même dû travailler, passer un certain temps avec le violoncelle, et comme le violoncelle était neuf et qu'il était destiné à ça, donc j'ai travaillé le violoncelle dans ce registre des sonates de Boccherini. Après, ce violoncelle, il m'a servi à faire beaucoup de choses de violoncelle. Donc, petit à petit, il s'est aussi ouvert dans les basses, dans le médium. Il avait tout de suite des très belles basses. Je suis toujours étonné quand je réécoute ce premier enregistrement Boccherini, parce que dans des cadences où je vais chercher des basses, le violoncelle est assez explosif dans les basses. Et c'était dans le médium où il n'était pas très ouvert. Et finalement, après un an, après l'avoir travaillé, etc., le violoncelle était beaucoup plus homogène. Donc c'est un violoncelle qui a servi pour plusieurs enregistrements, notamment les sonates de Gelignani. Il est là ce violoncelle ? Alors celui-là, il n'est pas là. D'accord. Voilà, Comment ? j'ai vendu 2 violoncelles. Voilà, j'ai vendu le premier, le modèle Cristiani, que j'ai vendu, qui est en Espagne maintenant. Et puis je me suis séparé de ce violoncelle avec lequel j'ai fait beaucoup de choses, et qui était celui peut-être qui marchait le mieux en tant que violoncelle, hein, je veux dire, qui était le plus abouti. Mais je m'en suis séparé parce qu'il y a ce violoncelle qui est arrivé l'année dernière pour les projets classiques et romantiques. Et donc voilà, c'est difficile de... C'est-à-dire que les violoncelles, autant il peut y avoir une forme de multiplicité pour des instruments qui sont très différents, qui sont très typés, mais qui vont servir pour des choses très, très précises. On prévoit un instrument pour faire une chose, on a une chose en tête, ça nous permet de chercher d'ailleurs, et après on s'aperçoit que cet instrument, il peut faire d'autres choses. En l'accordant différemment, ou on se dit tiens, en fait, ça sonne bien pour ça aussi. Et il y a des choses parfois qui... Donc, pour rejoindre aussi ce que vous disiez tout à l'heure, parfois un instrument qui n'est pas prévu pour quelque chose peut très bien le faire, ou en tout cas apporter quelque chose. Et en fait, c'est dans notre logique linéaire de regarder l'histoire aujourd'hui, parfois on a un petit peu de mal à accepter ça, mais quand on voit comment les choses se font en fonction des lieux, des influences,
des cultures. Dans la Renaissance et au XVIIe siècle, avant que les choses soient classifiées, comme on va faire au XVIIIe siècle, on est dans une profusion, une richesse énorme, mais avec des décalages de temps entre des lieux et aussi des mélanges improbables qui se sont sans doute produits et qu'aujourd'hui, en reproduisant ce petit microcosme, on arrive aussi de fait parfois à faire sans le chercher particulièrement. Donc après, il y a eu un autre violoncelle qui est arrivé au moment du projet d'Alabaco et qui n'est pas ici, il est en convalescence, cet instrument chez Charles Richet en ce moment, qui est un violoncelle aussi assez expérimental, qui est un violoncelle qui reprend des éléments des autres instruments qu'on avait du XVIIe siècle. C'est-à-dire un violoncelle qui est festonné, donc qui a des fesses en bas, comme sur ces petits instruments, et puis qui a une grande rosace, et puis plusieurs. En tout cas, c'est un instrument que j'ai utilisé aussi pour le répertoire on dirait principalement première moitié du XVIIIe siècle. Toujours dans l'idée quand même de chercher un instrument assez polyvalent pour cette époque, quand même un peu charnière pour nous par rapport à ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Et avec toujours cette curiosité, toujours par rapport aux suites de Bach, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. On cherche toujours cet instrument qui va être idéal pour jouer les suites de Bach. Voilà, donc après il y a eu une petite pause, le temps que... Voilà. Le temps de renflouer les caisses. Oui, puis de faire des projets de musique différentes avec ces instruments. Par exemple, ces deux instruments de Baschienis, que je n'avais pas au moment de faire l'enregistrement Frescobaldi. Si je refaisais un disque Frescobaldi aujourd'hui, ça serait différent parce que j'aurais ces instruments qui colleraient complètement. Mais cet instrument avec cette voix d'alto m'a donné envie de faire plein de choses qui n'ont pas forcément à voir avec la musique qui correspond à cette époque. Par exemple, j'ai utilisé pour jouer des transcriptions de chorales de Bach ou de trios pour orgue. Donc quand on a fait cet enregistrement des sonates pour viol que j'ai faites sur les ténors de violoncelle et la grande basse à 6 cordes. Par exemple, quand on a fait des disques de musique irlandaise aussi, c'est un instrument parfait pour jouer des mélodies, en fait. Donc l'enregistrement qu'on a fait consacré à la musique de Gimignani et l'Irlande, c'est des instruments qu'on servi pour ces répertoires, alors qu'ils n'étaient pas du tout destinés au départ pour ça. Et c'est vrai que c'est une chance après d'avoir, parce que on a un projet qui dit tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre là, ça serait, voilà. Ça permet de chercher des couleurs. Et des fois, je ne sais, un même concert peut être complètement différent. Par exemple, là, on est en train de se consacrer à de la musique napolitaine, et donc il y a des pièces que j'ai jouées sur certains instruments que maintenant je vais jouer avec d'autres. Donc voilà, la couleur sera différente. Ce que je trouve fascinant dans ce que vous nous racontez, c'est cette humilité d'artiste où vous laissez faire les instruments et la manière dont vous jouez passe en second plan en fait. Et c'est toute une philosophie qui semble vous caractériser dans ce projet. C'est-à-dire que l'instrument nous emmène quelque part. Ouais. De par mon histoire de musicien, je ne joue pas la viole. Mais en même temps, j'ai envie de jouer la viole et je suis interpellé par tous ces répertoires de basse d'archet et de violoncelle, du premier répertoire de violoncelle, qui se joue par en dessous, avec une position proche de la position. Par en dessous, c'est-à-dire avec la main par en dessous. La main en dessous de l'archet. Voilà, comme on joue la viole de gambe. Et donc c'est quelque chose qui m'interpelle dans ce que ça permet de faire en plus sur l'instrument. Donc je travaille à la maison, je fais mes expériences tout seul, mais je ne veux pas faire des concerts comme ça parce que j'estime que je ne joue pas comme ça et qu'il me faut du temps pour digérer ça et le faire au niveau où j'ai envie de le faire. Voilà, tout ça, à la fois ça prend du temps, mais c'est des instruments qui vous emmènent. Ouais. Et un instrument, au départ, par exemple, c'est cette basse à 6 cordes, Frescobaldi, je l'ai joué avec une position de violon. Et aujourd'hui, quand je prends cet instrument, je ne peux quasiment plus le jouer comme ça. Je le joue par en dessous. Ça me semble beaucoup plus logique. Et les instruments, ils viennent, et puis vous avez votre histoire de musicien voilà, tout est interdépendant, mais en même temps, tout ça marche ensemble. À la fois ensemble et en même temps à côté.
Donc des fois les instruments vont plus vite que vous et des fois c'est vous qui provoquez un instrument parce que il y a une urgence pour aller quelque part. Alors la vraie viole qui est là, la petite viole anglaise, elle a donc son histoire, c'est donc comme je disais tout à l'heure, je me suis promis de faire de la viole, vraiment de la viole de gambe officielle entre guillemets, avec la tierce au milieu. Je me suis promis de jouer ça pour quand je ne voyagerai plus, pour faire du consort, ce répertoire qui me fascine complètement. Et finalement, à 50 ans, je me dis, je ne vais pas réussir à attendre. Donc j'ai commandé cet instrument à Charles. Et c'est aussi parce que le projet de musique ancienne que j'ai développé à Vannes, on a créé un atelier de lutherie. Et le premier instrument qui est sorti de cet atelier de lutherie, c'est une petite lyre à viole, ténor, qui était joué par Guido Balestracci, et que donc, comme on voulait faire un projet autour de cet instrument, on s'est dit on va faire de la musique de lyre à viole. Donc on a fait cet enregistrement Youm avec Guido en soliste, qu'on a invité donc aux Basses Réunies, et moi j'ai fait les parties de deuxième viole avec cet instrument. Donc j'ai appris à jouer de la viole pour jouer Youm. Alors, comme vous me demandiez si je jouais de la viole de gambe, alors la viole de gambe officielle, je sais jouer Youm, c'est tout. Ah ouais, En fait, j'ai appris parce que l'instrument est arrivé très tard, donc j'ai dû apprendre mes parties vraiment juste avant l'enregistrement. Cet instrument est là et voilà, il me tarde de faire plus de choses avec. Et donc du coup le consort, il y a une basse, il y a un dessus là. Alors puis... non, alors ça c'était... c'est pas un dessus si, mais en fait ça c'est une autre histoire. Ah ok. Ah, Voilà, c'est-à-dire que ça c'était pour la musique anglaise, donc il y a la lyre à viole qui est à Vannes, et puis cet instrument qui est venu compléter, donc on a fait cet enregistrement, et puis Charles a fait un violonnet anglais à Richard Myron, donc ça c'était pour le disque Youm. Et alors ces instruments, ils ont une autre histoire, les instruments qui sont donc, il y a le dessus, et puis derrière vous il y a cette basse. Alors ça c'est des instruments, moi qui depuis des dizaines d'années me fascinent, ce modèle. La première fois que j'ai vu ça en photo, je suis tombé en amour devant ces instruments qui est à la fois quelque chose à la fois archaïque, puissant et d'une finesse incroyable. Et donc il y a un de ces instruments qui est au musée à Paris que j'ai regardé comme ça pendant des heures. Et puis j'avais dit à Charles, vraiment au moment où je ne m'étais pas encore intéressé à tous ces répertoires du XVIIe siècle, tout ce monde, et puis de remonter jusqu'à la Renaissance, j'avais dit à Charles, il faudra qu'il me fasse un violoncelle qui s'inspire de ces instruments parce que je trouve cette forme vraiment incroyable. Et puis un jour, Guido Balestracci me dit, écoute, j'ai parlé avec Charles parce que ces instruments m'interpellent, etc. Donc, et Charles m'a dit de voir avec toi. Alors j'ai dit ok. Je dis mais c'est fantastique, si on s'intéresse aux mêmes choses. Moi je rêve de faire ces instruments depuis je ne sais pas combien d'années. Donc demandons un consort à Charles. Et donc on a demandé tous les deux un consort à Charles. Donc tous les deux on a une basse et un dessus. On avait l'idée de faire ce consort dans l'idée des instruments de Gasparo da Salo. C'est des instruments en forme archaïque qui posent plein de questions au niveau des instruments dont on a supposé qu'ils étaient joués sans âme. Certains avec une barre, la barre d'harmonie placée au centre de l'instrument. Donc c'est des instruments sur lesquels on a fait pas mal d'expériences. C'est possible de jouer sans âme ? On a essayé, nous on n'y est pas arrivé de façon satisfaisante pour nous, donc je sais qu'il y a d'autres gens qui essayent, qui trouvent. C'est difficile de dire, parce qu'on peut toujours arriver à faire un son. Après, il faut être prêt à accepter ce son sans savoir s'il a vraiment existé. C'est-à-dire que dans le cheminement, que ce soit le cheminement du musicien ou du luthier, on n'arrête pas de faire des grands écarts, de se jeter à l'autre, et après, la question de savoir toujours c'est où est-ce qu'on s'arrête, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas fixe. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de vouloir s'entraîner les uns et les autres dans des directions différentes. C'est-à-dire que moi, je n'ordonne pas à Charles de faire un instrument qui va sonner comme ci, comme ça.
il me connaît, on sait dans quelle direction on veut aller, etc. Mais lui, il a sa part aussi pour s'exprimer. Et ce qui fait que on se retrouve parfois c'est difficile, qu'on n'est pas d'accord, etc. Mais on est vraiment dans un réel échange, j'ai envie de dire d'égal à égal, et non pas du luthier qui est au service de tous les délires de musiciens. En fait, on a fait des essais avec ces instruments. Celui-là, il y a eu une barre centrale au départ, et puis Charles finalement a rouvert l'instrument, a remis la barre sur le côté. On ne sait pas. Voilà. Et donc avec ce consort, et avec Guido, on a fait ce projet autour de Diego Ortiz. On n'a pas parlé de tous les instruments, là, il en manque un. Alors derrière vous, il y a ce violoncelle aussi qui est sur un modèle de Gasparo da Salo. Alors ça, c'est le seul instrument qui est là que je n'ai pas commandé à Charles. C'est un instrument que Charles avait fait il y a 6 ou 7 ans pour une collègue qui ne s'habituait pas à l'instrument et qui avait décidé de s'en séparer. Et en fait, c'est un instrument qui est magnifique, que je trouve magnifique. Et toujours dans cette idée de chercher un instrument qui offre un petit moins de résistance pour les suites de Bach, j'ai racheté cet instrument. Voilà, pour faire mes expériences pour les suites de Bach. Donc on est sur un instrument qui va se rapprocher du Gasparo da Salo originel, qui est là, qui a été quand même le vecteur de beaucoup de choses dans notre histoire. Et donc j'ai acheté ce violoncelle parce que je voulais... parce qu'il était très beau et que je trouve vraiment dommage qu'il s'en aille quelque part. Et donc je m'en sers pour l'instant quasiment exclusivement pour des concerts de suite de Bach, où j'ai toujours plaisir à venir avec 2 ou 3 violoncelles différents. Et donc voilà, je joue 1 ou 2 suites avec, et dans la soirée pour avoir cette couleur particulière. Parce que même si on est sur le même modèle que l'autre Gasparo da Salo, en fait, c'est des instruments qui sonnent très différemment. Et donc le dernier né, c'est celui qui est là. Et ça, c'est donc le violoncelle qui a remplacé le violoncelle Boccherini. Et c'est un violoncelle qui se destine aux projets de musique classique et romantique. Donc on a fait cette violoncelle dans l'optique de l'enregistrement des sonates de Beethoven, et qu'on a réalisé l'année dernière, enfin premier volet, qui va sortir dans quelques mois. Je m'amuse à les mélanger avec les autres violoncelles pour d'autres choses, mais d'autres répertoires, en tout cas qui se destinent au répertoire romantique. Donc voilà l'histoire des instruments. Bon, maintenant il y a tous ces archets là. Alors oui, les archets c'est pareil, on évolue dans un monde aujourd'hui très spécialisé, où les gens se spécialisent pour une chose. Donc il y a les gens qui font des violoncelles, il y a les gens qui font les cordes, il y a même les gens qui font les chis, qui font les cordiers, les chevalets, et après c'est comme un puzzle, on met ça ensemble. Et puis il y a les archetiers, etc. Cette grande tradition de l'archéterie qui nous vient de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle surtout, notamment en France avec des archetiers magnifiques. On a la chance d'avoir des archers quand même incroyables. Ben moi j'ai la chance d'avoir un faiseur d'instruments qui est aussi un faiseur d'archers. Donc pour chaque instrument, ça permet de chercher aussi avec l'archer, et en fonction des répertoires qu'on joue avec l'instrument, d'essayer de trouver l'archer qui correspond le mieux. Qui vont de l'archer à hausse coincée du XVIIe avec la forme d'arc, jusqu'à l'archer classique avec le cambre plus proche d'un archer moderne d'aujourd'hui. Et puis toutes les déclinaisons possibles par rapport aux instruments. Et comment on sait qu'on pouvait prendre l'archet par en dessous? Il y a des tableaux ou... Oui, il y a des tableaux qui nous montrent des violoncellistes qui jouent avec la main par en dessous. Et quand on est dans ce monde des instruments du XVIIe, donc surtout pour les instruments basses, où on a beaucoup de mal à déterminer si les instruments appartiennent à la famille des viols. Alors les gambistes disent ben non, regarde, c'est une contrebasse de viol, on voit bien, c'est un violonnet. Voilà. Puisqu'aujourd'hui on appelle violonnet la contrebasse de viol. Mais alors que violonnet au XVIIe siècle, ça veut dire beaucoup d'instruments différents, notamment un petit violoncelle. On est dans cette profusion d'instruments. C'est ça, surtout si on commence à mixer les fonds. Voilà, exactement. Et on s'aperçoit que quand même ces instruments basses ont énormément fait le lien entre les deux familles d'instruments.
Et ça, c'est un petit peu difficile à accepter aujourd'hui pour plein de musiciens, parce qu'en France, on aime beaucoup opposer les choses, et puis on est toujours sur cette querelle du beurre le blanc, etc. Les violoncellistes, les gambistes, ça fait quelque chose séparé. Et donc c'est sûr, moi je suis un peu le trouble fait qui en plus vient du violoncelle, donc je ne suis pas un gambiste. et qui ose s'intéresser à quelque chose qui est réservé aux gambistes. Et en fait, non, alors ce travail, je ne l'ai pas fait tout seul aussi. Je veux dire, de recherche, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, c'est Marc van Scherbeck, ce musicologue flamand qui passait toute sa vie, une grande partie de sa vie professionnelle en Oregon, où il enseigne à la faculté, et qui est, on peut dire, le spécialiste de l'histoire du violoncelle et des basses d'archi. Et qui vraiment, on peut dire, a retroussé les manches et a essayé de comprendre. Après avoir consacré sa vie, et il travaille encore, et on est toujours avec tous ces questionnements et cette difficulté, voilà, avec notre regard, nous, d'aujourd'hui. Ce qui est difficile pour nous, c'est cet héritage du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, des encyclopédistes, de tout ce qui s'est passé, qui a à la fois beaucoup apporté et en même temps beaucoup appauvri, et surtout apporté un regard de classification. On aime bien que les choses soient dans une case, et puis avec ça on fait ça, avec ça on fait ça, et puis ça c'est comme ça. On se jette dans ce monde, et il y a tellement de choses qu'on peut s'y perdre, et on a l'impression, faut pas faire n'importe quoi non plus. Et simplement essayer de comprendre. Et surtout, ce qui me semble moins important, c'est qu'on n'est pas en train d'affirmer quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui m'est vraiment très cher, c'est que moi, avec tout ça, je n'affirme rien. J'essaye de comprendre, et aujourd'hui, avec les expériences, avec ce que j'ai pu apprendre humblement, à la fois sur le tas ou pas, des rencontres, des expériences, de ce qu'on est allé chercher dans les bibliothèques, et de proposer quelque chose à un moment donné, mais sans du tout affirmer ça, et je m'aperçois aujourd'hui dans l'enseignement que c'est ce qui fait encore peur aux instrumentistes dits classiques, et que c'est en train de, Dieu merci, c'est en train de se briser. Ça m'est arrivé dans des masterclass, voilà, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle, et à l'attitude de la personne, on sent tout de suite que c'est... moi j'arrive toujours à sentir que c'est un violoncelliste ou que c'est quelqu'un voilà, qui en tout cas se pose aussi plein de questions, mais vient d'une façon un peu sur la défensive, on va dire. Et puis par chance, voilà, ces gens vous interpellent à la fin du cours et vous dites mais vous avez dit ça à tel moment et puis vous avez enregistré ça de telle façon, alors mais expliquez-moi ça. Et à ce moment-là, moi je réponds, mais en fait, je ne sais pas. Je propose simplement. Et au moment de l'enregistrement, il y a 10 ans, j'ai proposé ça. Aujourd'hui, en face de cet étudiant, je propose ça, mais je ne sais pas, en fait. Je ne dis pas. J'essaye de trouver quelque chose qui tienne, qui soit organique, qui soit en lien avec la musique, qui me semble correspondre. Mais je n'ai absolument pas la prétention de dire que c'est ça. J'essaye de le proposer et d'être convaincant. Et avec ça, on n'est pas en train d'affirmer une vérité ou pseudo-vérité historique. On est en train de raconter des histoires fantastiques du répertoire et de les offrir à un public à qui on raconte cette histoire. Et donc c'est toujours une rencontre, à un moment donné, entre des instruments, de la musique, un musicien, là où il en est, et un public qui est plus ou moins prêt à le recevoir. Ce côté-là, c'est ça qu'il ne faut pas perdre dans la musique ancienne aujourd'hui. Ce côté, alors pionnier, et je trouve ça un peu prétentieux, parce qu'on n'est plus du tout des pionniers, mais qu'avaient les pionniers de prendre ce risque de ne pas plaire, de déranger un public, mais sans dire que c'est ça la vérité. On est sûr de rien. Et qu'il faut toujours chercher. Et ça, c'est quelque chose que
dans les étudiants de la musique ancienne, qui est un petit peu qui est parfois difficile à transmettre parce que les étudiants ont la chance d'avoir accès à beaucoup de choses et ils ont l'impression qu'un tel il va nous apprendre ça, un tel va nous apprendre ça. Alors si je schématise par exemple, pendant des années en France on disait William Christie c'est la musique française, Herwegh ça va être Bach, et puis un tel ça va être telle chose. Et puis et du coup on ne remet absolument plus en cause ce que ces gens-là ont trouvé, comme si c'était une vérité. Et moi j'ai envie de dire, mais peut-être que non, c'est magnifique de trouver quelque chose qui soit convaincant, mais rien ne nous dit que c'était ça. Je m'étais fait la remarque en allant écouter, en allant voir les arts florissants de l'extérieur, en allant voir à l'Opéra Comique le Médée de Charpentier, qui était vraiment musicalement magnifique, et me dire ça fonctionne, c'est super, indéniablement, il a trouvé quelque chose qui fonctionne. Et en l'écoutant de l'extérieur, je le ressentais presque plus fort que quand moi j'étais dans l'orchestre. Et à ce moment-là, de me dire oui, c'est magnifique, c'est très convaincant, mais peut-être que c'est pas ça. Et accepter de dire ça, d'être dans cette proposition. Et de garder la curiosité. Garder cette curiosité. Qui est quand même. Parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. On est dans un monde. Voilà, il y a plein de choses à découvrir. Il faut continuer et il faut continuer le travail parce que sinon ce serait trop dommage. Écoutez Bruno, merci infiniment d'être venu partager tout ça avec nous aujourd'hui. C'était un réel plaisir d'apprendre toutes ces choses-là et puis de découvrir avec vous tous ces instruments. Donc voilà, un grand merci. Un grand merci Jeanne pour cette invitation. C'est pour moi l'occasion de partager. Donc des fois je le fais par petits bouts au moment des concerts où j'explique les instruments que je joue, un peu leur histoire, ou quelques conférences. Des fois ça m'arrive aussi. Voilà, je fais une conférence sur la naissance du violoncelle par exemple, et puis du coup, j'explique pourquoi ces instruments, et surtout ils sont là, mais ça aurait pu être d'autres en fait, qu'on n'est vraiment pas dans quelque chose de fixe et de figé, mais que comme dans la vie, les gens qu'on rencontre, voilà, que ce soit pour la vie privée ou la vie de tous les jours, la vie professionnelle. Et les choses se font comme ça, elles auraient pu être différentes et elles sont comme ça. Écoutez, bonne continuation à vous, plein de belles choses et puis à la prochaine pour de nouvelles interviews et puis des tutos autour du violoncelle chaque semaine. Ciao à tous!